Visa. Un simple nom, mais un empire colossal. Ce géant des paiements électroniques a tissé sa toile sur le monde entier, orchestrant chaque seconde des transactions qui valent des milliards. Vous avez une carte Visa dans votre portefeuille? Vous n'êtes pas seul. L'entreprise est l'un des piliers incontestés du trio de tête des paiements mondiaux, aux côtés de Mastercard et China Union Pay. Son ascension? Fulgurante. Sa présence? Incontournable. Depuis 2013, elle trône parmi les 30 premières entreprises de l'indice Dow Jones. Son secret? Une philosophie presque anarchique dans le monde ultra structuré de la finance. Pas de directives rigides venant d'un siège tout-puissant, mais une liberté accordée aux talents locaux pour innover. Résultat? Un système qui s'est développé à une vitesse vertigineuse, atteignant une forme d'équilibre quasi organique. Alors, comment Visa est-elle devenue cette entité tentaculaire qui gère l'argent comme une partition parfaitement orchestrée? Accrochez-vous, on vous raconte tout. 1958, Fresno, Californie. Une ville somme toute banale, perdue dans l'immensité de l'Ouest américain. Et pourtant, c'est ici qu'a commencé l'une des révolutions financières les plus marquantes de l'histoire. Ce n'était pas Wall Street, ce n'était pas San Francisco. Non, c'était Fresno. Pourquoi? Parce que cette petite ville de 250 000 âmes offrait un terrain d'expérimentation presque idéal. Près de 45% des foyers y étaient déjà clients de la Bank of America. Et surtout, si le projet tournait au fiasco, il sombrerait discrètement dans l'oubli, loin des projecteurs. L'été 1958 a donc vu naître le premier projet pilote de carte de crédit. Bank Americar. Un homme était aux commandes, Joseph Williams. Son plan? Simplicité et accessibilité. 2 cartes seulement. Une blanche, avec une limite de $300 pour le grand public. Une dorée réservée aux clients privilégiés, avec un plafond de $500. Mais l'innovation ne s'arrêtait pas là. Ces cartes permettaient des achats sans autorisation bancaire immédiate, jusqu'à $50 pour la version standard et $100 pour la carte or. Autrement dit, une petite révolution pour les commerçants et une bénédiction pour les consommateurs. Résultat, les magasins ont vu leurs ventes exploser et les enseignes, fatiguées de gérer leurs propres cartes de fidélité, ont rapidement adopté ce nouveau système. Ce qui n'était au départ qu'un test s'est transformé en un phénomène massif. La première pierre de Visa venait d'être posée. Tout est devenu plus simple, puisque les cartes de l'organisation ne payaient à la banque qu'une commission sur le chiffre d'affaires de 6% et louaient une machine mécanique pour imprimer la carte sur le document de paiement. De plus, pour un travail pratique, il fallait une imprimante dont la location ne coûtait que $25 par an. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En seulement 2 mois, soit de juin à août 1958, la Bank of America a attiré 719 points de vente à Fresno pour coopérer. Cependant, pour le développement ultérieur du nouveau système de paiement, le nom Bank Americar n'était pas clairement approprié. Premièrement, il n'était pas populaire sur la côte orientale des États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et au Mexique. Dans ces pays, les banques utilisaient des points de vente locaux. Deuxièmement, la réputation des États-Unis était fortement ébranlée par la guerre du Vietnam. Troisièmement, aussi bon qu'ait été le projet pilote, il comportait aussi son lot d'inconvénients. Les premiers systèmes étaient un véritable désordre, et, dans l'ensemble, personne ne savait exactement comment ils étaient censés fonctionner. Et comme tout le monde pouvait obtenir une carte, il arrivait même que des enfants aient leur propre carte bancaire. La fraude était donc monnaie courante. Les banques américaines perdaient rapidement tant d'argent que, selon les experts, elles étaient sur le point de s'effondrer. C'est alors qu'apparut Dee Hock, figure aujourd'hui légendaire, alors modeste vice-président adjoint d'une petite banque de Seattle, dont les idées inattendues n'ont pas été perçues par tout le monde comme réelles, mais qui ont conduit au succès du système de paiement, aujourd'hui utilisé par le monde entier. En 1970, la National Bank Americard s'est constituée en société dans le Delaware et est devenue la National Bank Americard Incorporated, dirigée par Dee Hock, fondateur, maître à penser stratégique et directeur général. Dee Hock pensait que le système devait être ouvert à tous les participants et que les décisions devaient être prises collectivement, et non au sommet.
Il s'est mis en tête de trouver un nom plus approprié qui réponde aux critères suivants: court, convivial, mémorable, sonnant de la même manière dans toutes les langues. C'est finalement le mot Visa qui a été choisi, et cette page d'histoire est la plus intéressante. Dès les premiers jours de sa gestion de la nouvelle création, Dee Hock a fixé les principes de base du fonctionnement du système pour plusieurs décennies. Hock voyait Visa comme un organisme vivant. Regardez un corps humain, disait-il. La nature n'a pas créé d'organe dominant. Perdez le foie, et le cerveau meurt. Tout est interconnecté. Son idée? Si toutes les banques concurrentes étaient regroupées dans un même réseau, chacune y trouverait son avantage. C'est ainsi que Visa est devenue une démocratie financière. Chaque membre du système décidait collectivement des règles du jeu. Sous son impulsion, tout s'est accéléré. L'année 1975 a vu l'apparition de la première carte de débit Visa. Les banques indépendantes ont dû choisir un camp: Visa ou l'Interbank Card Association. En 1978, plus de 52 millions d'Américains possédaient au moins 2 cartes bancaires. En 1979, Visa a lancé ses premiers chèques de voyage en dollars, livres sterling et dollars canadiens. Puis est venu le logo bleu et or, symbole du nouveau géant. Mais Dee Hock ne voulait pas que Visa soit un empire rigide. Il avait rédigé une charte Visa incitant les banques partenaires à innover, expérimenter et même concurrencer Visa elle-même. Une approche révolutionnaire. Chacun pouvait fixer ses propres prix, créer de nouveaux produits, mais dès qu'il s'agissait du succès collectif, la coopération était obligatoire. Pour Hock, Visa devait s'inspirer des lois naturelles, évoluer de manière autonome et s'auto-organiser comme un système biologique. Puis, en 1983, Visa a frappé fort. Les distributeurs automatiques de billets Visa ont été déployés dans le monde entier, permettant des retraits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une révolution bancaire mondiale. Et puis, disparition. En mai 1984, alors que tout lui souriait, Dee Hock a quitté brusquement l'entreprise. À 55 ans, il a tourné le dos à Visa et s'est effacé de la scène publique sans laisser de traces. Pas de scandale, pas d'explication officielle, juste une absence. Il aurait pu rester, accumuler les honneurs, amasser une fortune colossale. Mais Dee Hock, l'architecte de Visa, a tout quitté. Pourquoi? Pas par échec, pas par contrainte, par choix. Des années plus tard, lors de son intronisation au Business Hall of Fame, il a livré enfin son secret. J'étais très craintif et je m'efforçais de maîtriser les 4 émotions négatives qui pouvaient inévitablement me détruire. L'ego, l'envie, la cupidité et l'ambition. En 1984, j'ai rompu tout lien avec l'entreprise pour vivre dans l'isolement et l'anonymat. J'étais convaincu d'avoir fait la bonne affaire, en échangeant de l'argent contre du temps pour ma propre vie heureuse. Il avait bâti un empire, et il avait décidé de s'en extraire avant que le pouvoir ne l'engloutisse. Un génie qui s'échappait de sa propre création. Mais Visa n'avait pas besoin de lui pour continuer sa marche en avant. Dès 1986, l'entreprise a lancé sa toute première campagne publicitaire, marquant un tournant décisif. Visa ne serait plus seulement une carte de voyage et d'affaires, mais un outil du quotidien. En parallèle, les cartes elles-mêmes ont évolué. En 1984, un nouvel élément de sécurité a fait son apparition. Un hologramme de colombe placé sous les 4 derniers chiffres du numéro de carte. Petit détail? Non. Une révolution dans la lutte contre la fraude. Fini les contrefaçons faciles. Autre changement majeur, le logo Visa. Autrefois omniprésent sur le devant des cartes, il s'est fait plus discret. Désormais réduit à une bande sur le côté droit, il laissait plus de place aux banques émettrices pour personnaliser leurs cartes. Un ajustement subtil, mais qui marquait la transition de Visa d'une simple marque bancaire à un écosystème mondial de paiement. Mastercard suivit rapidement la tendance, adoptant des modifications similaires. Le marché des paiements s'affirmait comme un duel entre 2 titans. Mais une chose était sûre,
Visa ne faisait que commencer sa conquête du monde. Avec le temps, les cartes Visa ont évolué bien au-delà du simple moyen de paiement. Aujourd'hui, elles sont personnalisables à l'infini. Collaboration avec des commerçants, compagnies aériennes, chaînes de magasins et bien d'autres. Chaque carte devient un outil marketing puissant, adapté aux besoins de son utilisateur. Mais avant d'en arriver là, Visa a dû sans cesse adapter ses technologies de sécurité. À l'époque, une petite curiosité se cachait sur les cartes. Sous lumière ultraviolette, une image de colombe apparaissait sur les anciennes cartes Visa. Une protection supplémentaire contre la fraude. Un détail discret, mais redoutablement efficace. Puis, en 2005, Visa a tenté d'aller encore plus loin. L'hologramme traditionnel a été déplacé au dos des cartes et un nouveau système a fait son apparition. L'Holomag, une bande magnétique holographique censée renforcer la sécurité. Un progrès? Pas vraiment. Très vite, des interférences avec les lecteurs de cartes ont provoqué des dysfonctionnements et Visa a dû faire marche arrière, retournant à la bonne vieille bande magnétique. Mais Visa ne se contentait pas d'innover sur le plan technique. L'entreprise voulait asseoir sa domination mondiale. En 1988, elle a signé un partenariat de prestige, sponsor officiel des Jeux Olympiques de Séoul et de Calgary. Une stratégie de génie qui lui a permis d'intégrer ses services dans les restaurants, les boutiques et tous les points de vente des JO. Visa ne se contentait plus d'être un moyen de paiement, elle devenait la norme mondiale. Pendant des années, elle a été même le seul système de paiement accepté sur les sites olympiques. Mais la gloire vient toujours avec son lot de problèmes. Car si Visa simplifiait la vie de millions de consommateurs, elle ouvrait aussi une brèche, la fraude bancaire. Les escrocs n'ont pas mis longtemps à flairer l'opportunité, et bientôt, des milliers d'arnaques à la carte bancaire ont émergé. Une crise. Visa devait réagir. Vite. L'entreprise a mis alors sur pied une cellule de crise, composée d'une équipe d'experts, chargée de développer en une semaine des technologies de traitement des paiements capables de neutraliser les fraudes. Une course contre la montre qui a permis de sécuriser le système avant qu'il ne s'effondre sous son propre poids. En parallèle, Visa a lancé sa première carte premium. À première vue, rien ne la distinguait des cartes classiques. Mais derrière cette apparente simplicité, elle cachait une garantie renforcée, un statut privilégié et surtout un outil de prestige pour les clients les plus fortunés. Visa n'était plus simplement une entreprise, c'était devenu un empire. Les fonctions de base sont les mêmes, dépôt et paiement. Mais les premiums présentent de nombreux avantages intéressants. Par exemple, lorsque vous êtes à l'étranger, le système de paiement qui gère votre carte de fidélité peut vous aider pour les questions médicales et juridiques. Si vous perdez votre carte, quel que soit le pays ou l'heure du jour ou de la nuit, vous pouvez la bloquer et un conseiller vous indiquera la marche à suivre. En 1995, Visa a marqué un tournant décisif en contribuant à la création d'une norme qui allait révolutionner la sécurité des paiements. L'EMV. Europay Mastercard Visa. L'idée. Une puce intégrée aux cartes bancaires, garantissant une protection accrue contre la fraude. Lancée officiellement en 1997, cette technologie a radicalement changé la manière dont nous effectuons nos paiements, tout en assurant une compatibilité universelle entre cartes et terminaux. Mais Visa n'a pas seulement innové sur le plan technique. En 1996, elle a lancé son premier programme d'éducation financière. Une idée simple, aider les consommateurs à mieux gérer leur argent. Aujourd'hui, ce programme est présent dans plus de 20 pays et a changé la vie de millions de personnes. Et les chiffres? Ils donnent le vertige. En 1997, Visa a atteint un volume total de paiement de 1000 milliards de dollars. Puis, en 2006, ce chiffre a explosé pour atteindre 4 milliards 400 millions de dollars. Une croissance phénoménale propulsée par des avancées majeures. La création d'un réseau mondial de distributeurs automatiques. Le développement des premières cartes prépayées. L'apparition des cartes haut de gamme pour les clients VIP. Mais Visa n'est pas seul dans la course. Son éternel rival, Mastercard, se tient en embuscade.
Si Visa détient environ 29% des cartes bancaires en circulation, Mastercard n'est pas loin avec 25%. Deux géants, un même modèle, une seule ambition: dominer le marché mondial des paiements. Au début des années 2000, Visa a frappé un grand coup en lançant le commerce universel. Son objectif? Permettre les paiements en tout lieu, à toute heure et avec n'importe quel moyen. Ce qui nous semble aujourd'hui banal: payer en ligne, acheter en magasin, avec une carte sans contact, ou encore régler ses factures depuis son smartphone, était alors une révolution totale. Derrière cette simplicité apparente se cache une mécanique ultra complexe. À chaque transaction, un balai invisible se joue. Le commerçant envoie une demande à la banque. La banque interroge Visa, qui contacte la banque émettrice de la carte. L'autorisation ou le refus revient en quelques secondes. Résultat? Une infrastructure d'une précision chirurgicale qui permet à Visa d'absorber des milliards de transactions chaque jour. Visa n'est pas seulement une entreprise, c'est un système mondial, avec ses ramifications locales. Visa Europe, par exemple, fonctionnait longtemps comme une coopérative indépendante, regroupant plus de 3 700 000 banques. Mais en 2015, Visa Incorporated a décidé de reprendre le contrôle. Un rachat colossal a été annoncé et après quelques ajustements exigés par la Commission européenne, l'acquisition a été finalisée en juin 2016. Dès lors, Visa n'était plus un réseau fragmenté, mais une seule et même entité mondiale, renforçant encore davantage son emprise sur le marché. Toute entreprise de cette envergure finit par se retrouver mêlée à des affaires controversées. Mais le plus grand scandale de Visa reste sans doute son bras de fer avec Wikileaks en 2010. Sans préavis, Visa Europe bloque les transactions destinées à soutenir le site de Julian Assange, arguant qu'une enquête était nécessaire pour vérifier la légalité des transferts. Problème, rien n'indiquait que ces paiements étaient illégaux. Très vite, les représailles ont fusé. Des militants, sous la bannière d'Anonymous, ont attaqué le site visa.com, paralysant temporairement le site. Les mois passent, puis les années. Le blocus a duré 2 ans et demi. Finalement, un tribunal islandais a tranché. Si Visa ne débloque pas les paiements, elle devra payer une amende et rembourser des millions de dollars. En juillet 2013, sous la pression judiciaire, les paiements ont repris via une société islandaise, mais l'image de Visa en sort écornée. Visa aujourd'hui, un empire inarrêtable. Malgré les scandales, malgré la concurrence, Visa est aujourd'hui un mastodonte financier, présent dans plus de 200 pays. Ce n'est plus simplement une carte bancaire, c'est un écosystème complet, disponible sur tous les appareils. Carte physique, smartphone, tablette, montre connectée. Son modèle évoluait sans cesse. Chaque jour, l'entreprise repousse les limites du paiement numérique, s'adapte aux nouvelles menaces de sécurité et investit dans des solutions toujours plus innovantes. Mais jusqu'où ira Visa? Son règne peut-il être contesté? L'avenir nous le dira. Si cette plongée dans l'histoire de Visa vous a captivé, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager vos expériences avec Visa dans les commentaires. Ne manquez pas nos prochains récits sur les grandes entreprises qui façonnent notre monde. À la prochaine.